Alors, tout d'abord, on vous remercie pour l'invitation. C'est moi. On est très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Et pour vous parler un peu de Cœur, on n'est pas que des amis, on est pratiquement une famille, c'est ma deuxième famille. Je passe plus de temps avec eux qu'avec ma propre famille. Ça a commencé au lycée, on était en deuxième année au lycée. La majorité de nous étaient dans le même lycée. D'accord. Donc on s'est connus, on a commencé à faire des visites aux hôpitaux, des actions de base quoi. D'accord. Après on a voulu... en 2017, vous avez voulu passer... On a créé Cœur en 2017, après le mois de Ramadan dernier. Et donc c'est votre premier Ramadan? Voilà. Très bien. Mais c'est notre quatrième Resto du Cœur. D'accord. Oui. Mais avec le nom Cœur, c'est notre premier. Très bien. Vous comptez 8 membres fixes et beaucoup de bénévoles. Je vais faire un peu le tour de table. À côté de vous, mademoiselle Dalia. Je préfère aller, on va la faire très simple. Comme ça, ouais, mère. Dalia, chargée de com, vous êtes étudiante? Tout à fait. Je suis étudiante en marketing à l'ESA. Bon, on a un emploi du temps assez chargé, donc on essaye toujours d'essayer de l'adapter justement, surtout avec Ramadan qui vient. La plupart d'entre nous sont en stage, donc on est obligé d'adapter nos emplois du temps au restaurant, à Madame Rahma. Donc c'est pas chose facile. Mais on est tellement passionné par ce qu'on fait et on aime tellement. Et puis on baigne dans le bénévolat depuis très longtemps. Donc, une seconde nature, c'est devenu. Absolument. Comme Mohamed vient de vous le dire, c'est vraiment, on est une famille. Donc on s'est vu grandir, on a partagé tellement de choses. Voilà. Donc, vous êtes chargée de com au sein de. Voilà, je suis chargée de communication. C'est un peu les réseaux sociaux, les médias. Absolument. Rendre notre groupe visible, garder le contact avec nos partenaires, avec nos donateurs aussi. C'est surtout ma mission principale. Donc rendre le groupe visible et puis garder contact, créer un peu une communication entre nous, groupe bénévole, nos donateurs et nos actions. Donc vous faites un peu la liaison entre ces trois Tout points. À fait. Kishou Sarah, trésorière adjointe. Ça, c'est... Wow. Je gère très bien les dinars. C'est bien. Donc vous occupez de tout ce qui est, j'imagine, financement de l'association, tout ce qui rentre, tout ce qui peut sortir. Donc je m'occupe de la collecte. Vous êtes étudiante en quoi? Je suis étudiante à l'USCHP dans le domaine de la biotechnologie et la santé. D'accord, donc je suis une passionnée de la science. Donc c'est de là d'où vient mon intérêt pour le bénévolat, car j'aimerais bien peut-être un jour faire de la recherche, découvrir un remède pour soigner des gens peut-être. Et donc le bénévolat, c'est... Et j'aurais eu moi le plaisir de l'accueillir, j'aurais dit je suis avec la professeure Abel, elle est passée avec moi, oui. Inch'Allah. Et puis comme je dis toujours, le bénévolat pour moi c'est une addiction. Quand on commence à, comme l'a dit Dalia, on a baigné dans le bénévolat et surtout quand on le fait avec des gens qu'on aime, donc avec ses amis, avec sa famille. Et voilà, donc je m'occupe de la collecte des dons. Des fonds. Donc voilà, et j'ai la chance de rencontrer des personnes incroyables quand je... Qui, j'imagine, moi j'imagine, pour la plupart veulent garder l'anonymat, mais vous... Généralement, voilà. oui. Généralement, oui. Et c'est des gens vraiment très honorables. Oui. ومن لي بجسمي أشتكي منه بالظنا وقلبي فأشكو منه بالخفقان C'est pas évident du tout. C'était déjà... C'est vraiment un chant de groupe. Oui, non, mais ça nous donne une idée déjà. Voilà, c'est le principe général du chant polyphonique. Voilà. C'est la multitude de voix qui s'harmonisent entre elles. Et on a l'impression que c'est un écho qui revient. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec les gens qui chantent en solo. À l'unisson. La chorale, c'est... Voilà. On appelle ça comment?
à l'unisson quand on chante tous. Là, c'est en polyphonie. À vrai dire, il y a plusieurs voix qui plusieurs s'intercalent mélodies avec en elles. fait qui s'interposent. Excellent. À l'unisson, c'est une seule voix. On voit les solistes en général, mais les chorales, c'est plusieurs voix, plusieurs mélodies qui se... Et Yasmina suivait, c'était voilà. Oui, c'est tout un travail de rythme, de gamme, etc. C'était ça la colle. Elle est bien quand même. Oui, ça va. Ah, ça va. Vous avez géré. Ça va. Alors, en parlant du répertoire universel, vous étiez justement conviés à faire une chorale ensemble avec les 150 participants. Oui. C'était avec quel rythme, avec quel répertoire? Alors le répertoire qui a été choisi reflétait un petit peu les participants, puisqu'il y avait des pays, il y avait donc l'Espagne, un pays africain, une chorale africaine qui regroupait à vrai dire plusieurs pays, et la chorale marocaine et algérienne. Donc il y avait à vrai dire 3 chants. Un chant dont le texte était en arabe et en anglais, c'est Ya Rabb al-Salami, God of Peace. Le deuxième chant, c'est un chant africain qui est à vrai dire l'hymne national de l'Afrique du Sud, entre autres. Ça a été repris dans ce sens. C'est une Cosikilele Africa, et bien sûr un chant espagnol intitulé Un Poquito Cantas. À vrai dire, c'est des chants qui ont été travaillés par chaque chorale dans son pays d'origine. Et puis on s'est retrouvés le deuxième jour du festival et on a répété tous ensemble sur scène, et puis ça a été aussi une représentation. C'est pas difficile de répéter avec des gens avec lesquels on n'a pas l'habitude de travailler, sous des rythmes bien sûr différents. En fait, c'est ça le challenge, le défi, Exactement. le charme aussi. Le charme et l'acquis, je peux dire, c'est par rapport à cette participation. C'est de voir les autres chorales, les autres chefs de chœur. Par exemple, pour mes choristes, ils ont l'habitude de travailler avec moi, etc. Ils ont vu d'autres chefs de chœur, leur manière de travailler, etc. Tout ça, c'est vous a apporté, voilà. Oui, bien sûr, c'est une expérience un plus pour votre expérience. Oui, bien sûr. Des secteurs auxquels touchent donc Mademoiselle Nedja et Monsieur Bouzard, est-ce que vous les présentez dans votre site de formation? Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ces formations? Oui, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ce genre de formation parce que le marché du travail le demande. Le marché de l'emploi est demandeur de ce genre de profil. Les industries, le BTP, c'est très... voilà, c'est pas couvert. Reste que ce n'est pas couvert sur tout le territoire national. Oui. Et ça, c'est sur le secteur, il y a le secteur privé qui se lance aussi dans ce domaine-là, ce qui est très nouveau. Quand il y a eu le boom des écoles privées, c'était surtout sur des spécialités marketing, management, communication, très administratives comme spécialité. Par contre, aujourd'hui, non. On a compris qu'il fallait aller sur d'autres métiers, et des métiers dans le bâtiment, dans l'industrie étaient les bienvenus. C'est la tendance économique qui demande. C'est pour ça que la formation professionnelle est un secteur très intéressant qui mérite d'être mis en avant. Il y a une approche métier. En Bien permanence. sûr, il faut qu'on en parle. D'ailleurs, je vous remercie de traiter de ce sujet parce qu'il faut parler de la formation professionnelle. C'est un secteur où il y a ce sont des formations qui ont une approche métier. Les gens peuvent se projeter sur un métier, un avenir. On ne cherche plus à faire des formations pour un diplôme. Non. Ou pour ajouter à un CV. Ou pour ajouter à un CV. Non. Même lors d'un entretien, on cherche le côté pratique du candidat. Et non, ces diplômes. Le diplôme, ça reste un diplôme, mais on cherche le métier, l'expertise, l'expérience. Ce n'est que à travers ce genre de formation qu'on y arrive. Alors, votre entreprise existe depuis combien de temps? L'entreprise, elle a été créée en juillet dernier. D'accord, elle est vraiment fraîchement... Elle est vraiment sortie. toute récente, justement. Vous avez 3 entreprises à différents niveaux de leur évolution. Donc c'est vraiment une toute jeune entreprise qui est dans un domaine d'activité qui est très récent également en Algérie. Très nouveau ici. Voilà, où nous avons beaucoup de travail. C'est plus de la sensibilisation et de la vulgarisation principalement. Donc on doit démarcher les gens, leur expliquer l'intérêt. Pas forcément économique actuellement pour les sociétés, mais plus citoyen. Parce qu'en allant dans les énergies renouvelables, on aide forcément l'environnement, mais également on participe à son échelle à aider les finances de l'État. Comme en tant qu'entreprise, on bénéficie d'aide de l'État en utilisant de l'électricité qu'on produit nous-mêmes, qui du coup n'est pas subventionnée. Pour chaque kilowattheure que nous consommons, l'État économise l'équivalent de 2 autres kilowattheures, vu qu'elle subventionne quasiment 2 tiers de l'électricité. Donc c'est vraiment être engagé
une société citoyenne, voilà. Plus que on fait pas du solaire pour gagner de l'argent quand on est une entreprise actuellement, mais plus pour s'engager pour l'environnement et pour le futur. Mais ça va venir l'argent. Bien évidemment. Il le faut bien. On est bien d'accord. Bien évidemment, une entreprise a vocation à devenir rentable et à gagner de l'argent. Sinon, on ne se lancerait pas dans l'entrepreneuriat. Mais il faut avoir une part de citoyenneté et de vision pour le futur. Exactement. Alors, Oustadhi est né d'un constat très simple à faire. C'est que, comme vous l'avez dit, nous avons tous eu recours à des cours particuliers ou de soutien scolaire à un moment donné de notre vie. Donc, nous avons tous eu besoin et nous avons tous voulu chercher et trouver le bon prof pour apprendre, pour réviser, que ce soit pour une domaine... avoir plus d'exercices aussi. Exactement, que ce soit un domaine d'une matière académique, maths, physique, sciences, pour réviser aux prochains examens, ou tout simplement une profession comme la couture, la cuisine, etc. Et donc jusqu'à maintenant, on se contentait du bouche à oreille. C'est voilà, mon voisin connaît un bon prof, on va l'essayer. Donc Oustadhi, avec Oustadhi, on a voulu agréger et présenter ça de façon très localisée. Donc on a un site où n'importe qui veut apprendre une matière la trouvera sur Oustadhi. Donc c'est l'objectif de Oustadhi. C'est un site d'annonce. C'est un site d'annonce. Très bien. Alors, 3 personnes sont avec vous. Vous travaillez en collaboration. Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, on est 4 personnes, 3 docteurs, un ingénieur. Yassir Khan, c'est un docteur en informatique. Ahmed Amari, docteur en informatique. Asma Belhawaki, ingénieur. Moi-même, docteur en informatique. On a travaillé sur le développement... Donc le développement du site dans un premier temps. Ensuite, en mai, on a décidé de lancer la plateforme et de faire donc communiquer le maximum dessus pour la faire connaître à notre société. Très bien. Une particularité aussi que vous avez sur votre site, c'est permettre aux personnes qui ne maîtrisent pas forcément des domaines bien spécifiques, qui ne sont pas généralement dans l'enseignement, de poster leur annonce et justement de faire profiter de leur expérience les gens que ça intéresserait. Exactement. En fait, chez Oustadhi, on croit que chaque personne a un savoir particulier à transmettre à autrui. On peut être à l'université, étudiant à l'université et être très pointu en maths. Donc, je vais faire profiter les élèves qui sont au lycée de mes connaissances en maths pour réviser. Je peux être très bon en cuisine, en couture, en coiffure, dans d'autres domaines, de tout ce qu'on peut apprendre dans la vie. Et donc, on donne la possibilité à toutes ces personnes de pouvoir donner et transmettre leur savoir. Donc, ça permet à ces personnes-là de trouver, d'attirer les élèves et aux élèves de trouver le professeur qui leur convient dans un domaine particulier près de chez eux. Je veux dire, l'idée du projet L'École, c'est quelque chose qui a déjà germé bien avant 2016. Mais déjà, en tant que parent d'élèves, on se soucie un peu du devenir scolaire de nos enfants. On les voyait donc avancer dans le cursus scolaire avec beaucoup de difficultés, des avancées, des reculs, etc. Et puis donc, en tant que parent d'élèves, mais en tant qu'aussi enseignant, moi, je suis docteur d'État en mathématiques. Et donc, dans la formation des enseignants, on a vu qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Donc, un atelier est important à mettre en place, mais aussi de donner des possibilités aux parents d'élèves, ne serait-ce que pouvoir aider leurs enfants. Parce que je à titre gratuit. Je veux dire, d'abord, pour l'élève, c'était à titre gratuit, mais pour les autres, on est une entreprise. On doit quand même subvenir aux besoins de ceux qui travaillent dans l'école, dans l'entreprise L'École. Et donc, nous avons essayé de donner, en fait, de mettre une pierre en plus dans l'édifice donc de l'éducation nationale algérienne, mais en s'inscrivant d'abord dans le programme du ministère de l'Enseignement et de l'Éducation nationale, mais en essayant de donner d'autres approches qui sont viables et qui sont mises à l'épreuve et donc même qui sont sur le terrain expérimentées et qui ont donné beaucoup de
beaucoup de résultats. Très bien. Madame Oumkhair Ayed, donc vous occupez aussi avec l'ensemble de l'équipe Likoul de ce projet pédagogique. D'ailleurs, vous êtes même conseillère en pédagogie. Quelle est votre mission première je veux dire, par rapport à cette plateforme? Cette plateforme, j'ai très vite adhéré à ce projet, à ce concept, parce que je suis moi-même dans l'éducation depuis très 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 longtemps, à la retraite par rapport à l'éducation nationale, mais toujours dans l'enseignement, voilà. Oui, alors mon rôle consiste à valider les contenus produits par des enseignants chevronnés du secteur de l'éducation et à les accompagner aussi dans la conception. Et puis voilà, moi je trouve que c'est un projet formidable parce qu'il vient en soutien et en aide absolument, nos enfants en ont besoin. Et Madame Halem, vous êtes professeure de français et vous établissez, vous, le programme de 4e année, je crois. Vous présentez deuxième et troisième et vous présentez 4e. 4e année moyenne aussi, en effet. Et je vais l'écho de ce qu'a dit mon amie et collègue Madame Oumkhair Ayed en parlant de validation. Justement, les cours que je conçois sont validés par Madame Ayed. D'accord. Voilà. Donc vous travaillez en étroite collaboration. Absolument. Voilà. Et les lives particulièrement sont pour la plupart conçus par Madame Ayed. D'accord. Voilà. C'est ce que j'ai présenté par exemple, ne serait-ce que avant-hier. Il y a eu un live qui est passé sur YouTube, sur Facebook et sur la plateforme Likoul elle-même. Il y a l'automotivation et non la motivation, c'est-à-dire une motivation qui vient de l'élève et non de... Donc, c'est des techniques utilisées dans... À la base, c'est des techniques qu'on utilise au niveau des entreprises. Spécialement dans le domaine commercial. On a une formation qui s'appelle les vendeurs d'élite, donc avec des systèmes, avec des techniques assez simples. Donc on transpose ces techniques-là pour coacher les élèves au bac. Donc c'est sur 3 axes. Le premier axe, c'est les techniques d'automotivation. Le deuxième axe, c'est le trac, comment vaincre le trac le jour du bac, comment enlever le stress, comment aller avec un esprit carrément de guerrier et non avec une peur, etc. Et la troisième technique, là aussi, c'est une méthode qu'on appelle GTD, c'est une technique, la gestion des priorités, et non du temps. Le temps, on ne le gère pas. On gère nos priorités dans le temps. Donc, c'est des techniques très simples, mais qui donnent d'excellents résultats. Si on revient à l'automotivation, Aïda, l'automotivation, elle vient dans une vidéo que monsieur Zakaria anime, la motivation en général nous vient de l'extérieur, mais l'automotivation, c'est nous qui la fabriquons, et elle est plus importante, je pense, que la motivation qui nous vient de l'extérieur, parce qu'elle peut être des fois négative, surtout celle infligée par les parents. N'est-ce pas? Sans aucun doute, mais voilà qu'on se rapproche de quelque chose de plus profond. Je laisserai à notre coach tout ce qui est le soin technique, comme ça, comment il apporte les formules. Oui, parce que c'est sa théorie dans mais si j'apporterais avec mes outils quelque chose de plus profond, on va dire, c'est comment quelqu'un peut désirer quelque chose et vouloir vraiment faire quelque chose avec cœur. C'est comment le pousser, ou comment qu'il puisse vraiment trouver cette énergie de l'intérieur de lui-même pour qu'il puisse réellement vivre ce moment. Et il me semble que se motiver comme ça, faire ce travail sur lui-même, c'est beaucoup plus important de ce qui peut être facteur externe, bien sûr, que le désir de nos parents, de la société. On peut rêver, on peut suivre. Il y a aussi la peur, Aïda, la peur qu'il faut vaincre avant le bac. Il faut peut-être faire un travail sur soi-même, la peur d'échouer, la peur de décevoir aussi. Moi, j'ai envie juste de valoriser un tout petit peu cette batterie de peur. On va dire. Elle peut être bénéfique. Il y a un trac bénéfique. Le stress positif. Oui. Moi, je ne connais pas, mais il paraît qu'il existe. On ne peut pas comme ça vraiment affronter des épreuves à haut niveau, et rester en même temps indifférent. C'est comme si qu'on vit vraiment rien de particulier. Qu'on était insensible, oui. Tout à fait. Il y a quelque chose qui nous motive de l'intérieur, qui nous pousse vraiment à réviser, à donner un peu plus, à se préparer, pas forcément les examens, on va dire. Chaque épreuve comme ça...
وش فالك bonjour Bonjour. on dit good afternoon. Good morning. Ah, good morning, excuse-moi. Bonjour Selma. Bonjour. Ça va? Ça va. Good. Donc, avec vous, professeur Osdir, on va commencer avec cette langue maternelle. La langue maternelle, c'est une langue natale de l'enfant, la première d'ailleurs qu'il apprend de sa maman ou alors de son entourage. Comment se fait son acquisition? Oui, alors bonjour à tous. Ce que je voudrais préciser simplement, c'est que il y a un petit bémol entre langue maternelle et langue natale. La langue maternelle est cette langue, comme vous venez de le dire, qui est transmise donc par les pourvoyeurs de soins de l'enfant, hein, la maman et l'entourage de tout près de l'enfant, alors que la langue natale, c'est la langue où il est né. La langue du pays où est né l'enfant. À ne pas comprendre. Très souvent, souvent, c'est pas la même chose. Hein. Super. Voilà. Un petit Algérien peut être né au Japon. Et ne pas avoir une langue maternelle tout autre. Et absolument, ne pas avoir sa langue natale, le japonais, mais l'algérien, parce que ses parents l'éduquent dans la langue algérienne. Très bien, donc la langue maternelle, comment se fait son acquisition? J'imagine naturellement, par l'apprentissage de tous les jours, comment elle se fait? Alors la langue maternelle, elle se transmet dans l'interaction. Très tôt, très précoce, du premier jour où le bébé naît. Il rentre en interaction avec son entourage, essentiellement avec la maman les premiers temps. Et c'est au travers de cette interaction qu'il va y avoir une communication. Et on communique très tôt avec nos bébés. Toutes les mamans ou tous les papas qui nous regardent savent que très tôt, on commence à s'adresser aux bébés, à leur parler avec une certaine... Sur ma deuxième question, quant aux étapes, différentes étapes qu'on peut avoir pour l'acquisition d'une langue maternelle. Ça passe par les sonorités, comme vous venez de le dire pour bébé, par les gestes, jusqu'à former des phrases. Et c'est là où, voilà. Alors, il faut juste savoir que le bébé, déjà, entend la voix de sa maman in utero. Le fœtus de 7 mois a la capacité de développer son oreille interne et d'entendre le son de la voix. Et des recherches ont montré que des bébés à la naissance, s'ils sont allaités en même temps qu'ils sont allaités, ils entendent la voix de leur maman, ils se nourrissent mieux, ils têtent mieux que si... Ils sont rassurés. Oui, que si, ça veut dire qu'ils reconnaissent la voix de leur maman. Hein. Et donc, très vite, déjà, ils reconnaissent la voix de leur maman. Après, le bébé, dans les premiers temps, donc les 2-3 premiers mois, il va commencer par un babillage. Il va commencer d'abord par les RE, voilà. Il va y avoir un babillage. Manel, qui connaît, notre caméraman, qui connaît encore cette étape de la vie, parce qu'elle a encore des bébés, ça commence toujours par ces babillages. Alors un babillage avec des phonèmes, donc ça va être des papas, des babas, et ça c'est universel, hein, ça ne dépend pas de la langue maternelle. Nos bébés par exemple, le pas n'existe pas dans la langue arabe, alors que les tout petits babillent avec le papa, voilà, alors que c'est une lettre qui n'existe pas dans la langue arabe. Donc c'est assez universel, cette partie du babillage. Ensuite, on va avoir l'acquisition du premier mot qui va se faire autour de la première année. Et c'est généralement maman, papa, mais d'une manière intentionnelle, comme un mot qui a du sens adressé au papa ou la maman. Et ensuite, petit à petit, au fil de l'interaction de ce jeune enfant avec sa famille, avec sa fratrie, avec son entourage familial, eh ben, le langage va se développer petit à petit. Il va acquérir plusieurs mots, puis il va les associer pour former des phrases. Et ça va s'enrichir de jour en jour jusqu'à atteindre la phrase complexe telle que nous la connaissons, c'est des grands enfants. Justement, vous parliez tout à l'heure de langue maternelle et de langue natale. Quel est l'impact de la langue maternelle sur la personnalité, sur l'identité, sur la culture de l'enfant ? Alors, c'est une question très intéressante. Et puis, en préparant votre émission, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup appris, comme je vous le disais hors antenne. La langue véhicule énormément de valeurs culturelles. Toute langue va véhiculer beaucoup de valeurs culturelles. Et, mais à mon avis, elle ne va pas impacter la personnalité telle que nous l'entendons, nous, psychiatres. Oui. Aujourd'hui, pour Abdelhaq, c'est le rendez-vous hebdomadaire avec sa psychologue. Il est suivi pour ses troubles du spectre autistique. Pris en charge rapidement, il est aujourd'hui en 3e année primaire avec une moyenne de 9,90. Mais il doit encore travailler sur ses difficultés cognitives et d'intégration. Et ce n'est pas de tout repos. Perturbé par notre caméra,
Abdelhaq devient violent. Non, attention, bêtise Abdelhaq. On essaye de trouver des solutions et de lui donner des outils pour surmonter ces difficultés qui l'empêchent de suivre en classe. Avec ces outils, on l'aide à se concentrer, à prêter attention à ce qu'on lui dit. Il utilisera ses prérequis et puisera dans ses connaissances. Les troubles du comportement font partie des principaux symptômes de l'autisme, avec les troubles de la communication et un caractère restreint et répétitif. La perception de l'enfant est altérée dès le début de la vie. Il est incapable d'échanger ou de décrypter les codes sociaux ou affectifs. Avec une équipe pluridisciplinaire composée de 5 orthophonistes, un psychiatre, une psychologue, 3 éducatrices spécialisées, une psychomotricienne et une responsable de l'hygiène, le centre aide les enfants à comprendre le monde qui les entoure. Aya et Wassim, 4 ans, apprennent le triage. Une activité de concentration où la motricité fine joue un grand rôle. Ces automatismes, ces enfants-là admis depuis 2 mois seulement, ne les ont pas encore acquis. Pour Nadia, leur éducatrice, le plus dur est d'attirer leur attention. Premièrement, il y a les nouvelles. Elle a le trouble de communication. Quelles sont par exemple les lacunes d'Yelra? Ce qui est le plus compliqué? La stabilité. D'accord. La stabilité. Elle ne tient pas assise à la chaise. Le regard taha. Voilà. D'accord. Donc la difficulté, c'est justement d'établir un contact oui, visuel, exactement. Le but est de construire progressivement ce qui n'a pas été acquis naturellement. Dans ce centre, l'on apprend le calcul, les formes, les couleurs, les lettres, et en parallèle, à souffler, à désigner du doigt, à ramasser les objets, répondre à une consigne, mais avant tout, à être autonome. Abdelrahman, 4 ans, souffre d'un retard de développement psychomoteur. Il apprend aujourd'hui à sauter avec son éducatrice. Non, bonjour. Donc il est admis à notre institution il y a à peine 1 mois. Donc on a commencé l'évaluation sur tous les plans, que ce soit sur le plan psychomoteur où il n'y a pas assez d'acquisition concernant l'équilibre, le passage des gestes, la motricité fine, tenir la cuillère, tenir un stylo, et aussi toutes les capacités intellectuelles. On a beaucoup de lacunes qu'on essaie d'évaluer et corriger avec l'enfant. Note. L'enfant est stimulé à différents stades de son développement dans ses échanges avec les autres. L'objectif est d'apprendre à vivre en groupe pour mieux vivre en société. Ici, on ne juge pas, on développe. L'on se focalise sur les atouts de l'enfant et on améliore en parallèle ses déficiences. Les parents sont naturellement impliqués dans ce processus pour instaurer une continuité à la maison. Les parents, on les reçoit 2 fois par semaine déjà. On rend à chaque fin de semaine un flash disque aux parents qui contient toutes les vidéos des enfants, tout le travail de l'enfant, et ils vont l'observer durant le week-end et ils vont continuer le travail. Le centre Waïl pour enfants différents, c'est avant tout le projet d'une vie de 2 sœurs, Amel et Hanan Waïl. L'une est psychiatre, l'autre orthophoniste. Leur leitmotiv, offrir aux enfants atteints de troubles du spectre autistique une structure unique pour une prise en charge globale. Vu que la prise en charge de ces enfants prend beaucoup de temps, on a besoin de beaucoup d'heures de prise en charge dans la semaine elle-même. Ça peut aller jusqu'à 42 heures de prise en charge. On a décidé de créer une institution là où on peut trouver tout l'effectif, tous les personnels de différentes spécialités. En ce qui concerne les méthodes, généralement c'est des protocoles étudiés. C'est comme le Chopler, la BA, le PEC, c'est des protocoles étudiés adaptés pour les enfants autistes. Selon la classification mondiale des maladies de l'OMS, l'autisme est un trouble envahissant du développement qui affecte les fonctions cérébrales. Il n'est plus considéré comme une affection psychologique ou une maladie psychiatrique. Ce trouble apparaît avant l'âge de 3 ans. Selon les spécialistes, avec un dépistage précoce et une prise en charge adéquate, l'enfant pourra avoir une scolarité et une vie quasi normale plus tard et devenir un membre actif et productif dans la société. En 2013, j'avais un problème de santé. J'ai pris de fortes doses de corticoïdes et mon alimentation était déséquilibrée. Je ne faisais pas du sport. Et avec le stress de la maladie, j'ai pris presque 30 kilos. Et après mon 3e enfant,
j'ai encore pris du poids. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, il ne faut pas que je reste comme ça. Il faut que je fasse... Vous preniez en charge Oui. Premièrement, pour ma santé. Pour ma santé, pas uniquement pour avoir une belle taille. Oui. Et pourquoi pas les deux? Oui, bah oui. Nous les femmes, oui, c'est clair. Oui. Et là, j'ai commencé à faire des recherches, à lire beaucoup sur la nutrition, les régimes, le rééquilibrage alimentaire aussi. Oui, oui. Et j'ai trouvé que le rééquilibrage alimentaire, c'est la meilleure façon pour perdre les kilos en trop et bien sûr pour rester en bonne santé. Donc là, j'ai commencé à rééquilibrer mon alimentation et changer le mode de toute ma famille, pas uniquement moi. D'accord, donc c'est tout le monde qui suit. Alors votre époux et vos 3 enfants aussi. Tout à fait. D'accord. Donc j'ai pu changer mon alimentation et celle de ma petite famille et c'est quelque chose de bien. Et puis je me suis dit pourquoi pas, je vais créer un groupe sur Facebook, je vais partager mon expérience pour aider les gens. Et pourquoi pas? Parce que je ne suis pas dans ce domaine. Oui. Donc... C'était à la base, c'était juste pour partager votre expérience, pour dire voilà comment j'étais, comment je me suis prise en charge et comment je suis devenue. Exactement. De base, c'était ça en fait. Oui. D'accord. Donc j'ai commencé à partager mes plats, mon quotidien. Par exemple, je dis voilà, aujourd'hui j'ai pris le couscous, aujourd'hui j'ai pris ça, aujourd'hui j'ai fait une bêtise, aujourd'hui j'ai pris beaucoup de pâtisseries. Donc c'était pour avoir un soutien moral. Et voilà. Vous avez commencé avec 30 personnes, 30 membres, et aujourd'hui vous êtes à plus, je le disais tout à l'heure, de 300 000 membres. Est-ce que vous vous attendiez à un tel impact? Non. Déjà le premier jour quand j'ai créé le groupe, quand vous avez dit, j'avais 30 personnes. Le lendemain, le chiffre a pas doublé, mais j'ai trouvé 1000 personnes. Je me suis dit, waouh, les premières 24 heures, quoi. Et c'est le problème de tout le monde. J'ai cassé un tabou en Algérie parce que les femmes, ils ne parlent pas, surtout les femmes, on ne parle pas de l'obésité, comment on fait. On a l'habitude de faire des régimes draconiens. Vous étiez mal pendant cette période? Ça a exercé une pression non seulement psychologique mais aussi physique, j'imagine, que être bien en chair, d'avoir des kilos en plus, vous empêchez d'effectuer beaucoup d'activités? Oui. Vous allez un petit peu nous résumer dans quel cas contacter Santé d'Homme. Santé d'Homme intervient principalement au domicile des patients pour toute symptomatologie qui peut être gênante, que ce soit les symptomatologies les plus simples, disons un maux de tête ou une gastro-entérite, ou alors des symptomatologies où la prise en charge doit être plus conséquente, par exemple une maladie, une fièvre élevée, ou un sujet âgé avec de multiples pathologies et dans la possibilité de transporter à l'hôpital s'avère vraiment délicate pour la famille. Les gens ne se posent pas la question avant de nous appeler. Quand on a un malade, on ne se pose pas la question est-ce que ça relève du domaine de cette entreprise ou pas. C'est à nous, au moment de recevoir l'appel, de faire justement le tri et de bien orienter les gens de façon avec le souci primordial de bien répondre aux besoins du patient et ne surtout pas faire perdre de temps aux malades. Donc vous estimez ne pas travailler juste dans l'urgence, vous êtes aussi dans la généralité. Alors nous ne travaillons pas dans l'urgence parce que l'arrêté ministériel de 2015 qui régit l'activité du soin à domicile justement pose des conditions et des limites d'intervention. C'est-à-dire nous intervenons chez les gens dans la mesure du possible. Nous avons toujours 2 questions à poser avant d'intervenir chez les gens qui sont la personne
respire-t-elle? La personne est-elle consciente? La personne vous répond-elle? Est-ce que votre proche répond? Ça nous permet d'emblée de trier notre intervention et de savoir est-ce que c'est de nos prérogatives ou alors il faudrait faire intervenir un autre service, indépendamment du spécialiste, faire intervenir un autre service qui prendrait le relais, qui est le SAMU ou les pompiers ou alors on demande directement à la famille de transporter le malade à l'hôpital. On a parlé tout à l'heure, donc l'idée de vous inviter aussi, c'était un peu cette grippe saisonnière qui a envahi le pays. Est-ce que vous avez eu beaucoup d'appels concernant cette grippe? Absolument, absolument. Beaucoup d'interventions, justement, cette saison font appel à nous pour une symptomatologie grippale. Parfois, les gens appellent en disant voilà, il a une forte grippe, est-ce que vous pouvez venir? Le problème qui se pose, c'est que parfois, chez l'enfant, notamment le jeune enfant, la symptomatologie apparaît par des symptômes qui sont plutôt digestifs. Une forte diarrhée, des ballonnements abdominaux, alors que en fait c'est une infection virale qui est dans le syndrome grippal tout à fait classique. Et donc du coup, indépendamment, on intervient à la fois pour apporter une réponse médicale et une réponse de soins, et aussi ce qu'on a remarqué, c'est de rassurer et apporter cette information, de rassurer les gens, ce n'est pas complet. C'est-à-dire de leur apporter l'information pour les rassurer sur l'état de santé de leur proche. Ça ne guérit pas, mais maintenant avec le progrès de la médecine, avec le progrès des sociétés savantes, nous avons des médicaments modernes, des associations fixes, entre autres pour les asthmatiques surtout, parce que c'est l'asthme. Dans toutes les allergies respiratoires, c'est surtout l'asthme. L'asthme a un coût pour la société, pour la santé publique, que ce soit dans le traitement, que ce soit dans l'absentéisme des enfants et des adultes, que ce soit dans le recours aux urgences. Ça a un coût pour la société. En parlant d'urgence, il y a aussi un facteur qui est pas un facteur, mais j'allais dire un résultat qui est l'œdème de Quick. J'aimerais qu'on en parle par rapport à l'asthme, par rapport aux allergies aussi, surtout, qui est l'œdème de Quick, c'est quelque chose qui fait vraiment peur et il faut réagir tout de suite. Un mot là-dessus, docteur, s'il vous plaît. Alors, l'œdème de Quick ou le choc anaphylactique, ça reste, on va dire, c'est la hantise du médecin allergologue et de la médecine en elle-même. C'est une allergie qui peut être due à un aliment. C'est allergie alimentaire, médicamenteuse ou autre. L'association de deux aliments aussi, ça pourrait... Oui, on a certaines formes d'allergie croisée. On a certaines formes d'allergie croisée. On les voit chez des patients qui sont polysensibilisés, qui font et de l'asthme et de l'allergie cutanée ou alimentaire. Je vous cite l'exemple, les allergies aux acariens. Les acariens, c'est la plus répandue. Et il y a des allergies croisées. L'acarien croise avec certains aliments, entre autres les fruits de mer. Donc, il se pourrait qu'en consommant une crevette ou une langoustine ou autre, en pleine saison, en pleine crise, qu'on puisse faire ça. Mais pour retourner à l'œdème de Quick, c'est vrai, ça reste une urgence. Le patient gonfle, c'est le stade 4 de Meissner, donc c'est une urgence. Le patient doit se présenter en urgence aux urgences. Il faudrait qu'il y ait des médicaments très importants qui lèvent cette urgence, parce que sinon ça va aboutir directement vers une détresse respiratoire, parce qu'il va y avoir un laryngospasme, parce que ça gonfle, c'est vrai, de l'extérieur. Mais le malheur, c'est que ça gonfle de l'intérieur, chose que les patients ne savent pas, c'est qu'ils risquent de s'étouffer très très rapidement. L'arrêt respiratoire engendre le décès. Et là, il faudrait qu'il y ait une trousse d'urgence chez le patient. S'il est diagnostiqué allergique à un aliment qui peut entraîner un œdème, à vrai dire, il faut avoir la trousse d'urgence. Ça, c'est important. Un patient qui ait déjà fait un œdème de Quick, il faudrait qu'il ait une trousse d'urgence où il y a de l'adrénaline. C'est le traitement de l'urgence. Après, c'est vrai, les antihistaminiques, polaramine et compagnie, il y a les anti-H1 qui sont de nouvelle génération, qui sont non sédatifs, qui sont très bien même, viennent au deuxième rang. Mais c'est l'adrénaline qui reste le traitement d'urgence. J'aimerais terminer avec un point très important, si vous le permettez, la régie. Alors, il y a un point, vous avez assisté récemment à un congrès donc, en France. Il y a un point très important qui a été dit et que vous avez trouvé très logique. Alors, on va terminer avec ça pour nos téléspectateurs. Très bien. Donc, CFA, c'est le congrès francophone d'allergologie. Et il trouve que
c'est dommage de stigmatiser un patient parce qu'il a fait une allergie à un médicament au moins une fois dans sa vie ou une allergie alimentaire. Il faut trouver des solutions pour le patient. Il ne faut pas lui dire, voilà, vous êtes allergique à tel ou tel. On est allergologue, on est censé trouver des solutions. Donc si on peut réintroduire une molécule qui est importante comme la pénicilline, pourquoi pas, mais dans un centre spécialisé hospitalier, sous la surveillance de toute une équipe de réanimateurs. Et ça se passe de la même manière pour les tout petits qui font des allergies au lait, aux protéines, au lait de vache. On ne peut pas leur enlever le lait, donc on réintroduit à un certain âge dans un centre spécialisé et on voit. Il y en a qui gardent cette allergie toute leur vie, mais il y en a qui ça peut... Qui la voient disparaître. Voilà. Voilà. Bon, bonsoir à tout le monde. L'association a été créée légalement, c'était en la fin 2008, exactement. En 2009, on a commencé à exercer. C'était sous la coupe de l'association communale d'Aomar, l'association sportive communale d'Aomar. Vous avez commencé c'était local, oui, c'était local. On a commencé, c'était l'idée de faire plusieurs activités à l'époque. C'était la randonnée, le ski, l'escalade. Mais comme, on a activé... plusieurs événements aussi par la suite qui ont fait des décès, des déplacements, qui ont fait que, voilà, ça n'a pas pu être possible et que vous avez arrêté. Pendant presque une année. Voilà. Et ensuite, vous avez on a repris sous la coupe d'une autre association. Elle s'appelait Association Civisme et Tourisme Tel Arana. Le siège, c'est à Saharij. On a commencé par la randonnée parce que c'est plus pratique. Comme on est vieux, on ne pouvait pas faire de ski à notre âge, donc on a commencé par la randonnée. La randonnée, c'est un sport de plein air que tout le monde peut exercer. C'est sur des sentiers balisés ou non, donc c'est praticable pour des enfants, pour des adultes, pour des personnes âgées, même pour des malades. Parce qu'elle travaille beaucoup le cardiovasculaire et il évite beaucoup des maladies. Vous êtes aussi, vos adhérents, vous les chopez de Facebook. Il y a beaucoup d'adhérents aussi sur Facebook, oui. Facebook et qui viennent de partout, il faut le dire, de tout le pays pour éventuellement participer à des randonnées telles que la dernière, c'était le 31 à Talaguilef, je crois. Talaguilef, c'était un bivouac. On faisait une sorte de trek. On faisait une petite randonnée et un bivouac. Donc, mais les grandes randonnées, c'était par exemple, samedi prochain, Inch'Allah, on aura une randonnée, c'est la traversée de Talaguilef à Tijda. En passant par le lac, le fameux lac Ougelmim. Très bien. Alors, vous êtes au nombre de combien maintenant aujourd'hui durant la randonnée prochaine, Inch'Allah, on sera à une trentaine, à une quarantaine de passants. Donc, c'est difficile pour gérer un grand groupe en randonnée. Attention, mais vous n'êtes pas seul, vous êtes avec des membres, j'imagine, qui sont tout aussi anciens que vous dans le domaine et qui se font un plaisir de participer donc à ces randonnées. Parlez-nous un petit peu de cette association, de votre apport et surtout de ces randonnées. Alors, j'imagine que vous ne le faites pas seul, vous le faites aussi avec des amis, des membres de votre famille. Parlez-nous un petit peu de comment ça se passe avec vous. Oui, personnellement, donc, personnellement, ça fait combien de temps? Dès mon jeune âge, en général, oui. Mais en particulier, j'ai fait la connaissance de M. Zine Delechab et M. Saïd Adjou. Donc, je suis avec l'association Idoran Jarjar. Donc, personnellement, je le fais en famille, même mes enfants. J'ai 2 enfants de bas âge, un de 8 ans et l'autre de 14 ans. Oui. D'ailleurs, même j'ai la plus jeune, elle a 8 ans, elle a fait même Temgout, l'Ardija, elle est arrivée jusqu'au sommet de 2308 mètres. Donc, presque, on a fait un Saïd sur, je crois, absolument, sur presque 27 km, 13 en ascension. Donc, on essaye de... Vous le faites chaque week-end? Non. Non, pas chaque week-end, mais c'est par rapport au travail. C'est qu'on travaille donc un week-end sur 2 en général. Un week-end sur 2, on fait des programmations et tout. Donc, même ça, des fois, ça sera le vendredi, des fois le samedi. Mais en général, c'est un week-end sur 2.
Donc il y a un programme qui est préétabli déjà, c'est par rapport au monde de l'association, au président aussi. Donc qu'on fait... Sur lequel on est très informé sur votre site, Oui. bien à l'avance. On a le programme, on a les heures, on a les adhérents, on a tout ce qu'il faut. Tout. L'appel est lancé bien à l'avance. Donc c'est un site qui est très très bien organisé. Oui. L'atelier s'appelle Inès, donc comment devenir intelligent en nutrition et en émotion pour optimiser l'état de sa santé. Donc en fait, j'avais vraiment envie de parler de l'aspect nutritionnel dans nos émotions. Donc il n'y a pas que notre comportement et nos émotions qui jouent un rôle dans comment on se comporte, mais ce qu'on mange a aussi un lien avec notre comportement. Donc il fallait que je transmette ce savoir parce que c'est quelque chose qui est très important et qui touche toutes les personnes. Nous sommes tous des êtres humains et nous devons tous savoir comment notre corps fonctionne. Donc en des temps stressés, on peut manger plus, on peut manger moins ou voire pas du tout. C'est ça que... En fait, il y a un lien entre l'émotion et comment on mange. Donc ce qu'on mange définit notre comportement. Donc il y a des personnes qui mangent beaucoup de sucre, ce qui fait que ces personnes vont être anxieuses, et quand on est anxieux, on va manger encore beaucoup de sucre. Donc c'est un cercle vicieux. Donc au-delà du sucre, il y a aussi notre manière de manger. Donc ça rentre dans un mode de vie. Donc il faut manger beaucoup de nutriments parce qu'en fait ces nutriments vont aider nos neurones à synthétiser des neurotransmetteurs, et ces neurotransmetteurs vont faire qu'on se sente bien. Vous l'avez fait avec la dame, j'imagine. Donc la dame, c'est un docteur, donc elle est médecin généraliste depuis déjà 25 ans, et elle suit beaucoup de formations en nutrition, elle lit beaucoup de livres, donc elle est à la page. Et aussi, il faut savoir que c'est un sujet qui est d'actualité. Beaucoup de recherches sont en cours. D'ailleurs. Et le coaching, donc vous aidez les gens justement à régler tout ça, à j'allais dire équilibrer un petit peu ce qui se passe dans l'émotionnel et dans leurs envies, surtout par rapport à leurs envies, c'est ça? C'est aussi dire comment manger, parce qu'en fait, si on mange bien, ça va influencer notre état d'esprit, donc sur le côté professionnel ou personnel. Donc c'est un coaching de vie, certes, mais qui est orienté santé et bien-être. Et c'est quelque chose qui est très important et indissociable. Vous avez même ramené des aliments. On est en train de voir les images sur place, lors de votre atelier. Il y avait du pain, j'ai vu tout à l'heure du jus. Donc on avait fait du pain, du pain avec... Je demanderai au réalisateur peut-être d'envoyer les images. Voilà. Donc voilà, alors on avait fait une pause bio. Une pause café bio. Donc ça c'est du pain fait à base de farine complète, l'huile d'olive et sirop de dattes. Donc c'est quelque chose de complet et de très nutritif. Donc il y a eu aussi le jus. Donc c'était preuve à l'appui. Vous avez fait ça en illustration. Absolument, même le jus il était fait en face des participants. Donc c'était un jus avec du fenouil, de la pomme, cannelle, gingembre, donc c'est quelque chose de très nutritif et très bon aussi. Et ça explique votre belle taille surtout. Merci. Donc le conte, vous voulez que je vous raconte une histoire qui a une relation avec Laoula. D'accord. C'est un conte maghrébin qui est très ancien. On dit qu'un jour, un homme, s'il n'avait pas assez d'argent, et il fut un temps où, enfin c'est toujours d'actualité, mais bon, quand on n'a pas beaucoup d'argent, on n'épouse pas la fille de quelqu'un. D'accord. Ah, c'est vraiment d'actualité. C'est l'actualité. Je mens pas. C'est vraiment l'actualité. C'est toujours d'actualité. C'est l'actualité. Ça a toujours été le cas. Donc c'est franchement فوالا عندك كيف قالها الاخر هذاك انت صقيره عطيك صور تاع الصقيرين دونك سي ميم شوز سي dans la même logique. Alors Mskin il va se marier avec une femme, on va dire pas idiote, simplée, naïve, bon une femme, bon il va trouver la femme de son voisin, il va la prendre comme femme. Et puis voilà Madar Shlam, et il commençait justement à partir vers le marché, faire des courses, ramener ce qu'on appelle l'aoula. Donc il achetait tout ce qui est fruits secs, tout ce qui est semoule, tout ce qui est blé, tout ce qui est par exemple dattes séchées, etc. pour justement préparer à Ramadan. Et à chaque fois qu'il ramenait ces choses-là à sa femme, il lui disait Haki khabbi Ramadan. Ça c'est pour Ramadan. Et ils avaient une petite chambre, donc une petite chambre, une sorte de bianterie, de débarras, etc. Et à l'intérieur, on mettait toute cette fameuse
aoula. Donc il y avait, on peut imaginer qu'il y avait du blé concassé, mdachich, melmez, fric, tout ça à l'intérieur. Un jour, le bonhomme avait un bon trick, donc il avait un voyage. Il devait partir très très loin et il lui dit, bon bah écoute, prends soin de la maison, prends soin des enfants, et voilà que je me dis aoula, d'accord, il n'y a pas de souci. Alors, une nuit qui était bon, calme, il faisait beau, il y avait la lune qui brillait, la pleine lune, donc il faisait quand même clair. Non, moi j'aurais dû prévoir une chaise. Non, sérieux, c'est détendant, j'aurais dû, la prochaine fois je vais prévoir une chaise. Alors il y avait quand même, je disais qu'il y avait les rayons lunaires qui... elle entend qu'il y a quelqu'un dans la maison. Et oui, il y avait un voleur dans la maison. Elle arrive comme ça, étonnée, elle lui dit « Shkounta » Et le voleur était aussi simple qu'elle. Il lui dit « Anna, Ramdan ». Non, mais c'est au fait son prénom, Ramdan. Alors la bonne dame, elle lui dit « Ah, c'est vous, Ramdan, vous êtes arrivé. Allez, venez voir. J'ai tellement de choses pour vous que je cachais pour Ramdan. » Et hop, elle l'emmène directement vers la vianderie et elle ouvre les portes de la vianderie. Et la dame est là, et du fric, et des dattes, et du kda. Et là, oui, on a pris, il a mis son chameau, il a pris tous les sacs. Il dit « Au revoir, madame. » Il dit « Au revoir, Ramdan. C'était pour vous, hein. Moi, je ne faisais que les cacher. » Très simple d'esprit, là. Voilà. Donc, au fait, il y a une morale. Parce que là, c'est une grande morale. À quoi ça sert de cacher? Du coup, que ce soit Ramadan un mois ou 4 semaines, ou Ramadan être humain et rohou. Donc ils vont finir par partir. Ça sert à rien. Autant vivre le jour au jour. Donc là, je rejoins ce dont vous parlez tout à l'heure, les supermarchés, les marchés, etc. Le budget spécial pour Ramadan. Oui, moi je m'endette pour faire Ramadan. Bon, chacun vit comme il veut. Mais bon, la pauvre croyait que ce bonhomme était Ramadan et elle lui a tout donné. Voilà. C'est très rare. Même pas fait rien du tout. Parce que c'est un rêve, en fait. Ça vient, ça part. On a tendance à en parler, mais finalement, on est au 3e jour. Est-ce que vous en êtes rendu compte? Mais tout à fait. Voilà. Demain, ça va être l'Aïd. Et on va se rendre compte que... mais finalement, d'ailleurs, j'ai lu j'ai vu quelque chose, un commentaire qui était assez bizarre, qui m'a fait rigoler d'ailleurs, qui dit on dirait chargeur chargeur non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on mange finalement? C'est ça, on mange avec nos yeux. Mais il faut savoir que le rituel de la Aoula est quelque chose de primordial chez nous, les Maghrébins. Donc, c'est quelque chose qui est véritablement là, qui est partout en Algérie, mais qu'est-ce qu'on prépare en premier, à votre avis? Dites-moi donc, Madame la Marquise. En premier, qu'est-ce que Zama Djikakaya? Nous sommes en 1700. Qu'est-ce qu'on doit préparer? Ah bah non, c'est toujours d'actualité. Le fric. Non, pas le fric, et pas tmar. Non, nous sommes très loin de ça. Il n'y avait pas, c'est 10. C'est 1700. Non. Ah ouais, du tout. Nous sommes très loin de là. Le couscous. Le blé. Savoir, c'est que les premiers à avoir consommé le café, c'était des prêtres. Bon, l'histoire dit que c'était des prêtres chrétiens. Donc, ils ont découvert le breuvage, c'était quelque chose de nouveau, et voilà qu'ils commençaient à le prendre assez souvent pour justement veiller et prier. Donc, c'était une facilité, ils se sont facilité la tâche. Mais bon, ça commençait à se connaître, ce breuvage nouveau, ça commençait à un petit peu voyager dans le monde. Et c'est fut la question la plus importante pour les gens d'Arabie. Ils se disaient, est-ce que cette boisson est halal ou haram? Est-ce qu'on pouvait la prendre ou pas? Bon, comme c'était une boisson qui n'était pas complètement noire telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'était une boisson plutôt verdâtre. Et là, on se posait la question, quel nom on va la lui donner? Donc, il y a deux légendes possibles pour l'étymologie du mot qahwa, ok? Donc, il y a certains qui disent que qahwa vient du mot kawa,
Et Kahwa, c'est donc la forêt où justement les chèvres ont mangé pour la première fois du café. Ok. Mais il y a une autre explication qui dit que Kahwa, au fait, et le mot existait en Arabie, surtout au Yémen, et ça indiquait une certaine forme de vin. Donc, comme la couleur était proche l'un de l'autre, c'était par un glissement sémantique, on a choisi de donner à la nouvelle boisson, le mot de Kahwa. Mais est-ce que c'était illicite, licite, c'était permis, c'était pas permis? Le dernier endroit où on a bu le Kahwa dans le monde arabe, c'était à la Mecque. Donc on croyait que c'était interdit, etc. etc. Seulement, c'est arrivé donc, chez nous, dans le Maghreb, bien avant que ça parte à la Mecque, alors que la distance est plus courte, n'est-ce pas? Donc, par où c'est arrivé chez nous? Ça s'est passé donc en Éthiopie ou peut-être au Yémen. Du Yémen, il y a un fameux port très célèbre, très célèbre, un port qu'on doit connaître. De ce port-là, il y a eu le voyage du café. Le port porte le nom de Moka. Moka, le café Moka. Donc, il y a une ville sur la mer Rouge, un grand port, qui porte le nom de Moka. C'est une ville, non pas Mecca, mais Moka. Oui, et Moka, voilà comme le café Moka. Comme le café Moka est arrivé chez nous. Et c'est toujours dans les fratries et dans le monde religieux et mystique que ce café a fait ses premiers pas. Qui c'est qui l'a introduit chez nous dans le Maghreb, à votre avis? C'est une confrérie soufie. On reste dans la même logique, donc prendre ce breuvage éveillé et pour prier. Alors, la première confrérie, une confrérie soufie qui est très célèbre dans tout le Maghreb, qui justement a fait rentrer le café au Nord-Afrique et elle a créé même le premier café de l'histoire du Maghreb. C'est un café qui se trouve juste en face de Mqam Sidi Ourba à Biskra. Donc si vous êtes à Sidi Ourba, à Biskra, vous avez la mosquée de Sidi Ourba, le compagnon ou le compagnon du prophète, celui qui est venu juste après, et là, il est enterré ici. Vous traversez la rue, et là, vous allez trouver le premier café du tout le Maghreb. Il est ancien, il remonte au XIIe siècle. Et la confrérie qui l'a fait rentrer, c'est la confrérie Chedlia. Ok. Chedli Belhassan. Oui. Je ne sais pas si la chanson vous dit quelque chose. Oui, elle est véritablement chantée en Tunisie et à l'est algérien, d'où Matulu. D'accord, pour arriver. Celle-là. Voilà. J'adore cette chanson. N'est-ce pas? Et elle nous fait même danser, moi j'aime bien. Oui. N'est-ce pas? Ça c'est qui ça? C'est y compris les prestations de services et les produits qu'on fait dans notre agence, il y a le volet tourisme national. Donc on a voulu segmenter et faire retirer ce module parmi les autres activités qu'on fait. Et on a donné le nom de Weekendy. Weekendy.dz. Donc Weekendy.dz, c'est d'abord c'est un site internet bientôt opérationnel. Et c'est aussi un site sur Facebook, une page Facebook et qui est active en permanence. Voilà. Très bien. Donc vous proposez à Weekendy, quelles sont voilà. Donc d'abord Weekendy, ça veut dire en dialecte algérien, c'est mon week-end. Et c'est aussi le diminutif de Weekend Ino. Ce qui veut dire mon week-end, bien sûr, en langue amazigh. D'accord, très bien. Comme ça, c'est tout le monde qui est concerné. Voilà. Mais avant d'être un site internet et une page sur Facebook, c'est une idée d'abord.
puis c'est un projet, après c'est un concept, etc. Donc c'est en évolution constante. D'accord. Ce qui est bien, c'est que vous couvrez pratiquement toutes les régions d'Algérie. Exactement, exactement. Donc notre travail, ou bien nos missions, consistent à quoi? C'est on fait tout ce qui concerne le tourisme en Algérie.